Bonjour à tous et bienvenue sur Supply Chain Event pour ce deuxième jour de l'édition 2025. On commence la matinée avec un témoignage dans le monde du retail. Messieurs, je ne vais pas en déflorer trop le contenu. Je vais me borner à en lire le titre qui avait été donné de l'ordre de l'offre au réapprovisionnement magasin, la transformation supply chain réussie chez Courir avec Anaplan. On part pour 45 minutes. Idéalement, il y aura un petit temps de questions-réponses à la fin. Donc, n'hésitez pas, vous, d'ores et déjà, au fil de la présentation, à noter vos petits points d'interrogation. Et comme ça, on pourra rendre la chose un peu interactive. Merci, messieurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, on est ravis de vous accueillir sur ce témoignage de notre client Courir qui a mis en place Anaplan sur un process effectivement assez étendu de la supply chain retail. Donc pour ma part, je suis Paul Hamelin et je suis en charge de la relation commerciale avec Courir chez Anaplan. Bonjour à tous, je suis Arnaud Lafournière. Alors vous avez remarqué, on a tous à voix cassée aujourd'hui avec Paul. On va essayer de faire de notre mieux pour que ça soit le plus imperceptible possible. Donc moi, je suis directeur des systèmes d'information et des projets stratégiques chez Courir. Et en fait, j'ai piloté le gros projet de transformation Smile. Et dans mes équipes, on a lancé un autre projet autour de tous les remises à plat des flux d'appro, sur lequel on va faire un focus. Bonjour à tous, donc François Leroux, moi je suis Customer Success et donc je travaille en binôme avec Paul sur le compte de Courir, voilà. Voilà, la voix cassée, c'est le signe d'un partenariat réussi, paraît-il. Donc, je ne sais pas qui est familier d'Anaplan, mais on a commencé juste par une petite présentation, un slide, pour décrire qui est Anaplan. On est un éditeur de plateformes de planification et de reporting dans le cloud, qui a maintenant 15 ans, puisqu'on est né en 2009. Avec maintenant 2500 clients, plus de 2500 clients dans le monde, 18 brevets. Et l'objectif, c'est de faire de la planification connectée, c'est-à-dire d'avoir à la fois la capacité d'adresser les processus financiers, les processus supply chain, vente et HR, pardon, tout ça de façon connectée, de façon à avoir un outil de pilotage et de simulation le plus exhaustif. Dans le domaine de la supply chain plus particulièrement, on a aujourd'hui une couverture fonctionnelle qui est assez large. François, peut-être tu peux la présenter. Donc l'intérêt de la plateforme, c'est justement de pouvoir traiter des notions supply aussi bien au niveau stratégique, tactique que opérationnel. Et on va être capable de traiter de manière globale avec un aspect end-to-end. Donc le demand avec tout ce qui va bien au niveau du machine learning, de l'intelligence artificielle, etc. Toute la partie DRP, réassort qu'on va voir un peu en détail tout à l'heure justement, la partie plan de production, la partie supplier collaboration, etc. Mais aussi au niveau donc stratégique, tout ce qui va être IBP, SNOP et tout ce qui va être réseau et network design de manière beaucoup plus macro. Et au niveau opérationnel, donc tout ce qui est SNOI. Voilà. Alors, la grande force d'Anaplan, c'était son hyper-flexibilité et sa capacité d'adresser ces cas d'usage et les cas d'usage de l'entreprise dont on va dire from scratch. Aujourd'hui, from scratch, c'était extrêmement intéressant parce que ça permettait de réaliser un certain nombre de flexibilité dans la mise en œuvre de vos process, la mise en œuvre de la solution Anaplan. Pour autant, parfois, quand on adressait des sujets plus particulièrement où la maturité client était peut-être un peu moindre, on avait un ressenti, un besoin qui était exprimé par nos clients d'avoir quelque part des best practices qui étaient déjà implémentées, des solutions qui étaient déjà envisagées, de façon à réduire le time to market. C'est la raison pour laquelle on a aujourd'hui développé un catalogue de solutions, un catalogue d'applications aujourd'hui qui vont effectivement depuis l'inventory, depuis la demande, depuis l'ensemble des
des différents modèles de calcul statistique, de forecasting statistique. Donc on a aujourd'hui 5 applications différentes dans le monde de la supply chain et une cinquantaine au sens large sur la partie globale. Et c'est particulièrement le témoignage de Courir qu'on trouvait intéressant de vous proposer, puisque finalement, Courir a manié les deux mondes, à la fois un projet en partant depuis la page blanche, classiquement. Donc c'est le fameux projet Smile, qui était aujourd'hui sur la refonte de l'offre, et un projet qui était plus, je dirais, basé sur notre application Inventory Optimization, qui était le projet Aura et sur le Réapro entrepôt et magasin. Donc, ça permettait d'avoir avec Arnaud, je dirais, cet éclaircissement entre les deux modes de projet Anaplan. Arnaud, je te laisse la parole. Est-ce qu'il y a une question déjà? Non? Bon, de toute façon, à tout à l'heure, on peut répondre. Alors, je vais vous présenter rapidement Courir. Je vois qu'il y a des gens qui portent des baskets, donc j'espère qu'ils ont acheté chez Courir, pas chez Footlocker, c'est pas bien sinon. Vous aurez des mauvais points. Non, plus sérieusement, donc Courir, je pense que la majorité, vous nous connaissez. En fait, on est une ancienne, donc spécialisée, française. Depuis quelque temps, on est une filiale, donc depuis un an, on est une filiale de JD Sport. JD Sport, en fait, a un gros développement à l'international et en fait, a fait l'acquisition de beaucoup de marques, et notamment Courir. Alors, si on se positionne, nous on est positionné vraiment sur un triptyque qui est marché féminin, fashion et sneakers. Et là où notre actionnaire est plutôt positionné sur un positionnement masculin, textile et sport. Donc en fait, il faut voir, JD Sport, c'est beaucoup plus gros que Courir. Je vous donnerai quelques éléments chiffrés, mais globalement, le groupe fait 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires, côté la Bourse de Londres. Le projet dont je vais vous parler, les deux projets dont je vais vous parler, on les a initiés avant de rejoindre le groupe JD. Mais en fait, on conserve une forte autonomie par rapport à notre maison mère et en fait, dans une logique vraiment de complémentarité. En fait, ce qu'il faut voir, si vous connaissez le groupe Inditex, on va dire JD, c'est Zara. Nous sommes Massimo Dutti. On n'adresse pas les mêmes populations. Donc ça, c'est voilà, le positionnement rapide de Courir. Nos concurrents, vous les connaissez. Donc ceux qui sont plutôt positionnés sur le monde de la femme et de la mode, c'est plutôt Zalando et Asos. Et sinon, les autres sont plutôt Footlocker, que j'ai cité, Intersport ou Snipes, qui sont effectivement plutôt sur le marché masculin et le marché donc, du sport. Juste rapidement, donc, on est une société maintenant qui est devenue internationale, qui était une ancienne filiale du groupe Casino. On a quitté Giron du groupe Casino en 2019. Donc effectivement, c'était plutôt un pari qui était réussi, avec une très forte croissance donc, sur ces 6 dernières années. En France, nos marchés principaux sont en France, où on est leader, en Belgique, et vous verrez, on se développe fortement à l'international. Courir en Europe, excusez-moi, Courir en Europe, alors il y a une marque que je n'ai pas citée qui s'appelle Nekid, qui est au Danemark, qui a un positionnement encore plus en fait, disruptif que nous, et essentiellement sur le marché féminin, et qui interagit plutôt avec sa marque Nekid. Pour le reste, on agit uniquement, on adresse notre marché via la marque Courir. Donc on est présent donc, au Benelux. En Espagne, on était présent au Portugal et on a dû fermer des magasins parce qu'en fait, dans le cadre du deal du rachat par JD, la Commission européenne nous a imposé des cessions de magasins. Donc on a dû céder 21 magasins en début d'année. Et on vient d'ouvrir en Italie, donc là on a 3 magasins, on doit en avoir 2 d'ici la fin de l'année, donc on va passer à 5, avec un plan de développement très fort. En fait, on est pour le moment encore un peu trop franco-français et on veut justement se recentrer, se développer à l'international. Donc là, l'important d'avoir une supply chain qui soit efficace et productive. Alors là, ça c'est mon dada, c'est le sujet préféré. Le pourquoi du comment, alors j'essaie pas de tomber, du projet Smile qu'évoquait donc Paul. Donc en fait, ce projet, on l'a initié en fin 2012. En fait, il y avait une dichotomie forte entre une ambition qui était partagée par la direction générale, qui était donc de développer, donc Courir fortement à l'international, de faire 25% de notre chiffre d'affaires à l'international, 25% sur le web, de s'ouvrir sur de nouveaux pays. Alors, les ambitions ont changé parce qu'on parlait de la Grèce, de la Turquie, de la Roumanie. Maintenant, il y a l'Italie que j'ai évoqué, puis effectivement, par exemple, on va voir la Pologne, de passer à 90 points de vente alors qu'on était à 250 à l'époque.
Donc ça, c'était vraiment l'objectif qui était très clair, et par contre qui était gêné par un SI qui était vieillissant. Un SI qu'on avait hérité, donc je vous disais, on est ancienne filiale du groupe Casino, donc filiale du groupe GoSport. Les outils dont on disposait étaient des outils qui avaient été développés donc, pour le monde GoSport, avec des problématiques qui ne sont pas les mêmes. Nous, en fait, globalement, on vend des chaussures, des accessoires, un peu de textile et de la chaussette. GoSport, ils vendent des raquettes de tennis, ils peuvent vendre des tables de musculation, enfin, voilà, des tables de ping-pong. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes problématiques, des problématiques de réserve. Donc, clairement, on avait fait avec Bearing Point donc, une revue de notre solution. Tout ce qui est en vert, c'est ce qui était bien couvert. Tout ce qui est en orange, c'est ce qui était mal couvert et qui était manquant. Donc, il y a une phase de cadrage à montrer que par rapport à nos objectifs stratégiques, il y avait une vraie lacune de notre système d'information. Donc, on a décidé donc, de remplacer ce système, qui était un système, comme je vous disais, conçu pour GoSport, dans un modèle très franco-français, plein de spécifiques. Donc, on a lancé ce qu'on appelle le projet Smile, qui avait en fait deux piliers. Un pilier autour de SAP, parce qu'on avait récupéré un système SAP donc, de GoSport donc, sur ECC, et effectivement un appelant en tant que tel. Donc le périmètre organisationnel était assez large. On avait tous nos magasins donc, qu'on voulait donc, basculer. On a des magasins affiliés, bon ça c'est pas l'anecdote, c'est un modèle un petit peu, pas forcément foncièrement différent du magasin de magasins intégrés. À l'époque, on avait une seule plateforme logistique, donc à Châteauroux. Comme je vous disais, donc 2 marques qu'on a intégrées, plus de 2000 utilisateurs, parce qu'en fait, nos utilisateurs en magasin utilisent également SAP. En périmètre géographique, c'est ces pays que j'évoquais, les 7 pays, le Portugal, la solution elle a été paramétrée en français et en anglais, et vu qu'on utilise SAP dans le back-office de nos boutiques, elle a été paramétrée dans les langues locales. En termes d'application, il y avait donc 4 grands domaines fonctionnels majeurs, donc référentiel offre-achat, qui est là-dessus, donc ce que disait Paul, autour de la refonte de tout ce qui est processus de l'offre, toute la refonte des processus de supply, qui était plutôt à l'époque porté par SAP, tous les processus de vente. Alors, nous, la vente, c'est les ventes en magasin, c'est les ventes sur le web, c'est les ventes omnicanal, c'est les ventes aussi B2B qui sont moins importantes, parce qu'on fait un peu de master franchise, mais c'est moins important, et c'est assez anecdotique par rapport à notre chiffre d'affaires global. Et puis, forcément, la finance et le contrôle de gestion. En termes de périmètre applicatif, il y avait deux piliers sur ce projet. D'abord SAP et un appelant. Donc globalement, on avait défini donc, ce qu'on appelle, en tant qu'ancien consultant, une Business Process Master List, donc une liste de tous nos processus qui couvrait 17 thèmes fonctionnels. On avait identifié à l'époque 23 users sur un appelant, donc ils seraient des gens plutôt de l'offre et du contrôle de gestion achat. Enfin, en gros, pour nous, c'est les acheteurs. Le contrôle de gestion achat, c'est nos acheteurs. Et puis, en fait, on avait quand même à l'époque 100 interfaces qu'il fallait construire, donc sur un projet qui durait 1 an et demi. Alors là, ce que j'ai fait, donc ça, ce projet, c'est un projet qui avait un vrai projet d'entreprise. Alors comme ça, je vous présente, ça fait un peu projet IT. C'était une vraie volonté d'accompagner la croissance, un engagement très fort de la direction générale, notre PDG qui était sponsor. Le projet, en fait, a été une réussite. On est beaucoup plus efficace dans tous nos flux de vente. On propose de nouveaux parcours clients, par exemple du multi-shipping. Des limites que l'on avait qui étaient associées à notre ancien système, en fait, ont sauté. On a pu ouvrir une nouvelle plateforme de façon beaucoup plus efficace. Une plateforme dédiée au retour. Donc ça, c'était porté par ce projet. On est bien meilleur sur nos relations avec nos affiliés, par exemple. On peut, comme je vous disais, proposer de nouveaux services. Donc clairement, on a eu des vrais retours sur investissement. Par contre, sur la partie supply, vous allez voir, on a été un petit peu déçus par les solutions qui étaient proposées par SAP. Et donc, on a été obligé d'abord de capitaliser sur le projet Aura, donc, qui est, comme disait Paul, un projet qui était vraiment destiné à l'offre. Jusqu'à présent, en fait, les équipes de l'offre chez nous travaillaient sur des fichiers Excel. En fait, le marché, comment nous travaillons chez Courir, c'est globalement, on construit un budget de vente. On se dit quel type de produit je vais vouloir acheter. Et ensuite, on est dans une relation en fait, de négociation avec les marques. Je vais voir Nike, je vais voir New Balance, je vais voir Adidas, je dis je voudrais tel produit, telle quantité. Parfois, les marques acceptent. Parfois, les marques disent non, j'ai un accord d'exclusivité avec un concurrent ou je peux vous accorder tant de marques. Donc, en fait, c'est un processus qui est assez long, assez fastidieux. On travaille sur 3 marchés, le marché homme, le marché femme, le marché enfant. Le processus est assez complexe parce que finalement, chaque acheteur travaillait sur son propre marché. Alors, vous avez parfois je n'aime pas le terme, mais des formes d'overlap ou des trous. C'est par exemple, j'ai oublié de prendre un 37,5 en fin de saison quand je vais passer ma commande. Il faut que je me rends compte qu'il y a un trou. Il faut que je passe la commande en urgence. Ou à contrario, j'ai pris 2 fois le même produit sur 2 marchés et les quantités sur lesquelles je m'engage. Donc il n'y avait aucune visibilité sur le processus. Et tout ça, c'était clairement traité par le projet donc Smile dans un appelant.
Donc là-dessus, on travaillait sur nos gammes magasins, sur nos gammes produits, sur nos clusters de magasins, sur le positionnement de nos produits, sur tout ce qui est gestion des prix de vente et des prix d'achat. Donc tout ça, ça a été porté par un appelant. Une fois que les quantités, on était d'accord avec la marque, en fait, on confirmait donc nos commandes d'achat. Elles étaient envoyées SAP et envoyées aux fournisseurs. Et ensuite, il y a tout un travail de cadencement qui était fait aussi dans un appelant et de gestion de mon portefeuille de commandes durant la saison. Donc en fait, tout ce que je vous ai décrit, c'est plutôt du M-6, donc avant le lancement de la saison. Et ensuite, c'est du M-1 à M+4, l'animation de la saison avec effectivement commande d'implantation, commande de réappro, commande optionnelle et ainsi de suite. Donc ça, ça veut dire le début, c'était le projet Smile. Assez vite. Ah. Donc en fait, là, on travaillait en fait au modèle. Et puis, en fait, très vite, on s'est rendu compte, l'équipe du contrôle, les équipes s'approprient la solution. Il y avait tout un sujet sur la gestion des promotions, sur le taux d'écoulement. Et en fait, l'objectif, c'est de se dire, on peut mettre un petit quick win dans un appelant plutôt que de faire des extractions de nos visions de stock dans SAP. Faisons ça directement dans un appelant, faisons des simulations sur la base des stocks. Un changement important, c'est que, alors si vous êtes familier du retail, nous, ce qu'on appelle le modèle, c'est par exemple une Stan Smith bleue. Qu'est-ce que c'est qu'un SKU? C'est Stan Smith bleu 44, 43 et ainsi de suite. Et en fait, jusqu'à présent, on travaillait au niveau, dans un appelant, au niveau du modèle, alors que dans SAP, je travaillais forcément au niveau du SKU, c'est ce que je commande à mes fournisseurs. Donc là, on a eu toute une petite amélioration, un petit quick win. Et puis en fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que donc, on avait 4 domaines, donc le référentiel offre-achat, la supply, la vente et la finance. Donc on a démarré le référentiel offre-achat avec un appelant, les premiers, 6 mois donc, avant le démarrage donc, de tous les flux sur une saison donc, dédiée. Et puis, il a fallu donc, mettre en production. Donc, on a fait un Big Bang. C'était courageux, mais on l'a fait, parce qu'on l'a fait il y a quasiment un an. C'était le 1er novembre, donc un peu avant le Black Friday, avant Noël. Et assez vite, on s'est rendu compte de limites de la solution SAP sur tout ce qui était calcul du RAPRO. Donc, assez vite, il a fallu qu'on traite et qu'on étende le périmètre donc d'un appelant qui était d'abord offre et contrôle de gestion achat aux équipes supply. Donc en fait, on a mis rapidement un petit quick win pour gérer mieux les commandes d'implantation. En fait, je descends ma saison sur mes magasins. Et puis, de fil en aiguille, on s'est dit notre processus de RAPRO, il faut le repenser, l'optimiser. Et donc, en fait, on a lancé le projet Aura, que mentionnaient Paul et donc François, et avec un périmètre beaucoup plus large. Donc, le point, c'est que parce que le MRP ne fonctionnait pas bien dans SAP, en fait, on s'est retrouvé à avoir une vraie régression. En fait, on avait un MRP très simplifié qui était en mode j'ai un target stock et puis je vends une pièce, bah, je rapprovisionne. Ce qui n'a pas beaucoup de sens en fait en termes de supply. Parce qu'effectivement, on a quand même des modèles, beaucoup de tailles qui sont proposées. La probabilité que, par exemple, je vende toujours une Stan Smith en taille 45, je la revends dans les 10 jours, elle est super faible. Donc, en fait, tout ça nous a obligés à repenser complètement notre modèle. Donc, en fait, on a pris justement l'application, autant, comme disait Paul, sur le projet Smile, on était dans ce qu'un appelant appelle en fait, une forme d'open book. En fait, on arrivait avec nos besoins, autant sur la partie appelant, sur la partie Aura, pardon, on était sur un modèle donc applicatif avec des best practices proposées par la solution et un modèle de plutôt fill gap assez classique pour justement s'aligner sur les best practices. Alors je vais peut-être vous détailler. Globalement, cette slide reprend un peu ce que je vous ai dit, c'est que notre objectif, donc avec le projet Aura qui a été mis en production là tout récemment, c'était vraiment de repenser, de sécuriser, de fiabiliser nos processus de réappro et d'être beaucoup plus efficace. En fait, c'est le cœur du réacteur. Alors, on a mis en place, je vous disais, beaucoup de parcours omnicano, donc j'ai de l'order in store, j'ai du ship from store, du click and collect, mais il n'empêche que si le client arrive en magasin et que le produit n'est pas là, vous avez beau lui proposer l'order in store, c'est pas forcément certain qu'il va revenir ou pas. Donc l'idée, c'est d'être le plus précis possible, d'anticiper les tendances, de prendre en compte tout ce qui est donc les pics d'activité. Bah, pour nous, alors le plus gros événement, c'est le back to school. Que d'ailleurs je n'ai pas mentionné là, mais effectivement il y a Noël, soldes, Black Friday, Cyber Monday, mais en fait vraiment les prendre en compte, ce qui n'était pas le cas dans notre ancien modèle, de vraiment prendre en compte le potentiel réel de vente par gamme de magasins, de gérer mieux par exemple tout ce qui est les tailles. En fait, comme je vous disais, on a des magasins aux Pays-Bas, on a des magasins au Portugal, on avait des magasins au Portugal, on en a en Espagne. La taille de la population n'est pas la même, donc la taille des chaussures n'est pas la même. C'est quelque chose qui paraît évident, mais qu'on ne faisait pas bien. Un impact important, on essaie de l'éviter,
mais on est sur un marché quand même assez pénurique. C'est-à-dire on a un marché de mode, et les marques elles vous mettent à disposition des produits parfois avec une vraie rareté. Elles gèrent la pénurie. Et donc, en fait, il est vraiment important que vous envoyiez en priorité un produit pénurique, par exemple à Lyon, Pardieu ou à La Défense, plutôt qu'à Montauban ou à Cherbourg. J'aime bien les deux villes, mais le potentiel n'est pas le même. Et un dernier point qui était vraiment important, c'est tout ce qui concerne le cycle de vie produit. C'est-à-dire qu'avec notre modèle de je remplace un pour un, mon produit, je sais qu'il est en fin de vie, en fait, je l'ai vendu. Par défaut, le système me propose de le reprovisionner. Donc, ça génère beaucoup de temps. Ça génère des frais inutiles, à la fois aller, retour. Donc voilà les objectifs. Et ce qu'on a fait avec Aura, c'est clairement de prendre en compte justement le cycle de vie produit, ce qui paraît une évidence, mais qu'on ne faisait pas jusqu'à présent. Et dernier élément aussi majeur qu'on a pris en compte, c'est ce qui concerne un magasin, sa capacité de sa réserve, et puis également sa capacité à absorber, à recevoir un certain nombre de colis par rapport à son emplacement géographique, par rapport à sa capacité, enfin son quai, voilà, tous ces éléments-là. Alors, ça, en synthèse, en gros, donc Smile, ça nous a permis effectivement d'être beaucoup plus efficace sur la partie offre et puis donc contrôle de gestion achat. Sur Aura, donc c'est un projet qu'on vient de mettre en production, mais on voit tout le potentiel de la solution. On voit effectivement des calculs de rapport qui sont beaucoup plus précis et qui doivent nous permettre d'être beaucoup plus efficaces pour gérer en fait le pic d'activité donc lié au Black Friday et Noël et l'arrivée des soldes. Là, ce qu'on a voulu faire, c'est vous mettre en avant les différentes approches. C'est-à-dire, sur Smile, globalement, on était un peu à livre ouvert. On avait des consultants qui allaient voir le métier, qui leur demandaient qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous voulez travailler. Alors, c'est très bien pour le métier parce qu'in fine, ils sont très écoutés, puis ils ont le sentiment que tout est entendu et tout sera pris en compte, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Ça nécessite, il faut vraiment être vigilant, c'est que donc ça génère effectivement une adhésion qui est plus simple, parce que c'est moins le côté frustrant de l'IT en mode, bah oui, c'est dans le système où ça ne l'est pas. Et ça permet aussi de reverser des redevances un peu optimisées à nos amis d'Anaplan. Donc ça, c'est un avantage pas négligeable non plus. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il y a vraiment une gouvernance par la valeur. Il y a un sponsorship important à prévoir donc, en interne, avec quelqu'un qui est capable d'arbitrer et de valider vraiment les priorités. Parce que vous êtes sur un livre ouvert, donc si vous n'avez pas d'autorité, de design authority, globalement, vous avez un risque de partir dans tous les sens. La durée, terme de projet, donc si je compare les deux projets, ça c'est un projet de 10 mois à gauche, l'autre c'est un projet de 4 mois. Donc ce n'est pas la même durée de projet. Donc clairement, là-dessus, vous avez tout à construire. Votre solution, vous avez tous les aspects techniques. Il est important de faire intervenir un architecte technique aussi, parce qu'on a eu, nous, des problèmes au moment de performance, parce que la solution avait été conçue par des consultants fonctionnels, mais qui n'a pas forcément cette vision technique. Donc c'est important d'avoir des audits aussi avec l'éditeur, avec Anaplan, pour justement valider la solution, sa pérennité et sa pertinence. La phase de stabilisation, en fait, forcément, elle est plus longue. Il ne faut pas se mentir. Alors, c'est vrai que nous, c'est sur un énorme projet de transformation. Et en plus, on voulait vraiment démarrer, parce que c'était, comme vous avez compris, c'était un effet en fait, domino. On démarrait, c'était vertueux. Je démarre donc la création de mon offre pour la saison printemps-été 25. Et derrière, effectivement, c'est toute la mécanique qui est enclenchée. Donc ça, c'est la première approche from scratch, que celle qu'on a mise en place donc pour dans le cadre du projet Smile. L'autre, c'est l'approche FitGap. Donc ça, c'est un autre modèle. C'est Anaplan arrive avec des best practices. Et globalement, c'est une forme de déploiement. En fait, en gros, vous proposez des best practices et s'appliquent ou elles ne s'appliquent pas. Et en fait, c'est là l'intérêt, c'est que globalement, on capitalise sur les best practices. Alors, il y a des débats après, parce qu'on dit pourquoi la best practice, comment elle a été construite. Je ne suis pas forcément complètement d'accord, mais en général, ça facilite des prises de décision, ça va clairement d'aller beaucoup plus vite. Et il y a moins d'arbitrage à faire, de fait. L'intérêt, c'est que majoritairement, quand même, c'est la règle des 80-20, 80% des cas qui sont des cas, le métier s'aligne sur les best practices. Et en fait, on passe du temps 20% sur les points un petit peu plus complexes et on peut se focaliser sur la couverture n'est pas forcément globale. Typiquement, si je dis pas de bêtises, François, la gestion de la réserve, c'était quelque chose qu'on n'avait pas forcément pris. Il y avait des contraintes capacitaires qui n'étaient pas proposées. Donc nous, ça nous semblait important de les mettre en avant. Donc on se focalise et là, on repart sur le modèle de gauche. Et puis effectivement, l'intérêt, c'est que derrière, vous êtes sur quelque chose qui est sur étagère. La stabilisation, elle est plus simple. La recette est aussi beaucoup plus simple. Donc vous y gagnez. L'inconvénient, pour l'attention, c'est que, ce que je vous disais, c'est que le métier, ça peut générer frustration parce que dire, on le connaît tous. Moi, je suis plutôt issu du conseil du métier et je suis DSI. Donc, globalement, je suis un petit peu le castrateur des ambitions du métier pour essayer de coller aux best practices et d'aller vite. Mais effectivement, on dit, oui, mais ce que tu proposes, c'est quelque chose qui marche chez les autres, mais pas chez nous. Donc ça, c'est le discours classique qu'on entend.
Donc ça peut effectivement générer des frustrations. Pas tant que ça, on a une bonne adhésion nous, du métier, notamment sur le projet Aura. Et puis l'autre point, désolé, je me dis pas le dire, Paul, c'est que c'est plus cher. Vous capitalisez sur des best practices, donc c'est plus cher. Mais globalement, nous, en fait, pour ça que je suis sur scène, hein, c'est qu'on est très satisfait d'avoir fait le choix d'Anaplan. On a constaté de vrais gains de productivité. Hier, en fait, on met en place avec les équipes Anaplan de vrais KPI. On ne l'a pas suffisamment fait sur le projet Smile parce qu'on était un peu dans le rush. Là, on le fait vraiment sur le projet Aura parce qu'effectivement, c'est un investissement et puis on montrer tous les gains de productivité qu'on va constater, les moindres ruptures, une augmentation du taux de transformation, un recours moins important à ce qu'on appelle le chiffre en sort, par exemple, chez nous. Enfin, voilà, il y a plein d'éléments sur lesquels on pense qu'on commence à voir des premiers indicateurs qui sont très performants. Clairement, c'est une solution qui a la confiance du métier. L'intérêt, c'est que c'est assez facile en prendre en main. Alors, je dis ça, moi, je l'utilise quasiment jamais, donc je ne suis pas le meilleur exemple pour vous en parler, mais le retour que j'ai des équipes qui sont autour de moi, du contrôle gestion, achat, tout ça, c'est qu'avant, il y avait un stress et ce stress a disparu. Parce qu'effectivement, j'ai une vision temps réel, j'ai une vision consolidée et je partage l'information. Il y a une vraie transversalité. Ça nous a permis, nous, je ne l'ai pas évoqué, mais le projet Smile, un des constats aussi, c'est qu'on était en modèle très siloté. En plus, on a la particularité d'avoir un siège qui est entre Paris et Grenoble. Donc, parfois, par exemple, l'offre est à Paris, les acheteurs sont à Paris et la pro est à Grenoble. Donc, ça crée des frustrations. L'avantage, c'est qu'avec un système unique, en fait, on fait en sorte de justement briser ces silos. Bon, ce n'est pas encore complètement finalisé. J'ai un sujet, justement, je dois animer un atelier casque bleu sur le sujet vendredi à Lyon, justement Paris-Grenoble, donc Lyon. Mais clairement, des outils sont des facilitateurs. Et puis, il y a un point vraiment important, c'est tout ce qui est la fin du Shadow IT. Globalement, il y a énormément de processus qui étaient gérés dans Excel, sur lesquels on n'avait pas la main. Et là, en fait, on voit ce qui se passe. Et on le voit au niveau IT, on le voit au niveau métier, on le voit au niveau direction financière. Et ça, c'est vraiment très appréciable. Merci Arnaud. Et de mémoire, la notion pour le projet Aura d'avoir une solution a été en phase d'avant-vente un élément clé aussi pour le démarrage du projet, puisque l'expérience de Smile faisait un peu peur à la direction supply chain, hein, de mémoire. Je voulais juste terminer très rapidement cette présentation-là par finalement notre couverture fonctionnelle dans le monde du retail. Et à la fois notre capacité d'adresser de façon connectée à la fois les processus finance, à la fois les processus merch et puis supply chain, et ça de façon connectée, de façon à vous apporter en fait une vision de ce que nous pouvons apporter à nos clients distributeurs, mais pas que distributeurs. Mais voilà. Et j'ai surligné en rouge quelque part le périmètre courir qu'on a mis en œuvre. Et celles qui ne sont pas encore en rouge sont les prochaines étapes qu'on va adresser avec courir très, très bientôt. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez des questions maintenant. Merci pour cette présentation. Ah bah, c'est pas tous les jours qu'on a des questions qui arrivent aussi vite. Le micro arrive vers vous. Bonjour, merci pour votre intervention. Je suis chez Seva Logistique et j'ai une question à propos des données. Est-ce que les données sont standardisées avant l'entrée dans Anaplan et comment vous avez fait pour convaincre les métiers pour changer de solution, comment ils sont passés du Shadow IT à Anaplan, comment il a fallu convaincre, etc. Alors, on a un débat, alors, je ne sais pas si vous êtes technique, sur tout ce qui s'appelle le prix 4, justement pour l'intégration des catalogues fournisseurs donc dans nos solutions. Globalement, en fait, Anaplan, pour nous, c'est le point d'entrée. C'est-à-dire que je fais mon marché en tant qu'acheteur, en responsable de l'offre, je choisis les produits que je veux référencer, et puis une fois que je les ai validés, ils sont descendus dans SAP. Et là, tout le cycle de vie commence. Mais effectivement, c'est quelque chose, en fait, on a transféré une partie, on a essayé de faire un minimum, en fait. En gros, ce dont l'acheteur, l'offre a réellement besoin. Ensuite, ça descend dans mon ERP germanique. Et lui, en fait, assez rigoureux, me dit attention, tu as mal créé. Alors, c'est un vrai sujet, parce que vous avez raison, c'est que typiquement, un approvisionneur, au départ, il se dit bon, bah écoute, je vais prendre une Adidas, une Stan Smith,
Et puis, finalement, j'ai pas le droit de la prendre. C'est pas le bon exemple parce que Stan Smith, en général, on peut la prendre. Je l'ai transformé en Nike Dunk, Air Dunk. Et puis, en fait, il avait envoyé SAP. Et SAP dit non, mais je comprends pas pourquoi tu me dis que le produit 1003, qui était chez Adidas, devient Nike. Donc, en fait, c'est tout un travail d'éducation, effectivement, qu'il faut prévoir. Et c'est un point, vous avez raison, c'est un point d'attention, c'est que Anaplan est un vrai outil ouvert. Et donc, il a fallu retranscrire une partie des règles de gestion qui sont portées par l'ERP dans Anaplan. Donc, c'est un vrai travail de conduite du changement qui est important, parce que sinon, par défaut, je suis désolé de la vulgarité, mais c'est shit in, shit out. Donc, globalement, vous mettez des données qui ne sont pas pertinentes, vous les redescendez, et ça crée tout un processus qui n'est pas viable. Donc, on est obligé, donc plutôt que ce soit SAP et les interfaces qui disent « non, ça ne marche pas », on a fait le choix de dire retranscrivons et reportons les règles importantes de SAP vers Anaplan. Merci. Peut-être une autre question. Moi, ce qui me marque, c'est qu'on est quand même dans un monde dans un monde du retail, mais un mode de fonctionnement de courir qui est bien particulier. Avec, vous l'avez, du moins on l'a compris, le poids des achats et de la relation avec les marques et ce principe de bâtir une collection sur des volumes qui sont d'emblée fixés, et derrière on est plus dans une logique d'allocation de ces volumes. C'est bien ça, j'ai bien compris? Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, on va dire, c'est vraiment une relation en fait, client-fournisseur. Enfin, je fais mon marché et je dis ce produit me plaît, j'en voudrais tant. Et puis, en fonction de l'importance de la marque, si je dirais de l'impact et puis du côté fashion du produit, potentiellement, je vais pouvoir accorder ou non les quantités que je demande. Donc, effectivement, c'est une particularité, c'est que potentiellement, parfois, il y a aussi un modèle qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on a des exclusivités, des partenariats avec les marques. Donc, il y a des produits où on sait qu'on sera les seuls à en bénéficier, d'autres qui sont des exclus avec d'autres marques, des concurrents, et d'autres qui sont partagés. Et puis, en fait, c'est un peu au bon désir de la marque. En fait, une des particularités, c'est que Nike, par exemple, à un moment, a fait le choix de se verticaliser et de délaisser son réseau de distributeurs. Donc on était parmi les 8 distributeurs dans le monde à avoir été choisis parce que un peu trop important en France et en Belgique par Nike. Mais ça a été pour nous une vraie opportunité de reprendre d'autres enseignes. C'était aussi un avantage concurrentiel. Et après, on s'est rendu compte que Nike, on ne devient pas distributeur. En fait, c'est quelque chose. Jusqu'à présent, leur modèle était entre guillemets assez simplifié parce qu'ils faisaient du make to order. Et que là, ils sont trouvés à prendre la responsabilité des stocks, et maintenant, ils sont en train de revenir sur leur modèle en fait, en tant que tel. Mais ça veut dire que les quantités sont fixées dès le départ. Il y a la possibilité en cours de saison d'en ajouter. Et est-ce que d'un point de vue stock, que vous l'avez évoqué à un moment, votre entrepôt de Châteauroux, parce que derrière, voilà, quelle est la logistique qui soutient, et est-ce qu'elle est aussi quelque part transformée par le projet, mais plus par vos ambitions internationales? Là, j'ai mélangé beaucoup de points, je suis désolé. En fait, pour répondre à votre première question, globalement, on va dire que si je m'engage sur une quantité de 1000 auprès d'une marque, en fonction de la notoriété de la marque et de sa puissance, je ne pourrais pas prendre plus de 1000. Parce qu'en fait, il veut dire, je n'ai pas produit. Donc, c'est à toi de t'engager sur les quantités que tu veux. Donc, si jamais j'ai sous-estimé le potentiel d'un produit qui va être un top-seller, c'est ce qui nous est arrivé cette saison avec ASICS et New Balance, je peux malheureusement, à moins qu'il y ait un fonds de stock quelque part au Vietnam, je ne pourrais pas le mettre à disposition. Donc ça, c'est un premier élément. Et à contrario, si un produit, j'ai été trop ambitieux. Typiquement, l'année dernière, on a marché sur l'eau parce qu'on avait vraiment senti la tendance féminine et Adidas. En fait, l'année dernière, une femme sur deux, enfin une chaussure, sneakers vendue sur deux, streetwear, était une Adidas pour sur le marché féminin, donc Samba, Campus, et ainsi de suite. Là, cette année, on a considéré que la tendance allait quand même se perdurer. Et en fait, le problème, c'est que ce marché féminin, les femmes changent vite d'avis. Et donc, un produit qui marche très vite, il peut très vite devenir justement old fashion. Donc, il y a toutes ces contraintes justement sur la partie supply. Il y a pas mal de contraintes aussi qui sont liées. On est sur un marché vraiment de mode et d'événements. Si vous êtes une influenceuse qui va vous dire j'adore ce modèle, j'ai trouvé chez Courir, potentiellement vous êtes sûr qu'il va être vidé très très rapidement. Donc effectivement, il y a de vraies contraintes sur la partie supply pour accompagner effectivement. Alors nous, on a un modèle de supply qui est comme assez centralisé. On a ouvert une nouvelle plateforme pour dédier à la gestion des retours. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait, donc a été porté par exemple par le projet Smile. Vous parlez de retour magasin ou de retour client?
Magasin pour le moment. Magasin, oui, magasin. En fait, c'est un Palerme, en fait, les chaussures, ça prend de la place. En fait, c'est bête à dire. C'est un peu une palissade, mais ce sont des boîtes. Ouais, mais clairement, ce sont des boîtes et des magasins qui sont souvent des magasins dans centre commercial ou de centre-ville avec des réserves. Enfin, moi, j'étais assez surpris là, quand je suis arrivé chez Courir. Moi, je suis boulonnais, par exemple. Pour les boulonnais, il y a un Courir qui est très bien, passe-mal ça s'en bas. On voit un étage, c'est un showroom. Mais en fait, on a 3 étages où on entrepose des modèles. Donc en fait, effectivement, un des vrais enjeux pour nous, c'est que quand j'implémente une nouvelle collection, il faudrait que je reprenne l'ancienne. Et tout un des enjeux d'Aura, c'est justement d'anticiper la baisse de tendance des produits, de plus les envoyer pour faire moins de retours et pour que nos équipes magasins, on les transforme pas en logisticiens. D'autant qu'en plus, comme je vous disais, on a ouvert de nouveaux parcours omnicanaux. Donc on leur demande de faire du ship from store, du click and collect, de l'order in store. Bon, pour eux, c'est des ventes qu'ils assurent en plus. Et donc, si en plus de faire du ship from store et du click and collect, ils doivent en plus faire des colis pour préparer les retours vers la plateforme, ça sera des ventes en moins. Et puis pour le client, c'est pas super d'avoir des gros colis entrée de magasin qui vont retourner sur une plateforme. Merci. Peut-être une autre question, n'hésitez pas, lancez-vous. Ah, attendez, ça a été affecté en fond de salle, mais j'ai noté qu'il y en aura une autre devant. Bonjour, j'aurais voulu savoir, vous avez lancé Anaplan il y a 1 an, et entre le lancement et entre maintenant, la fiabilité de la prévision, notamment au magasin, comment elle a pu évoluer et vous êtes à peu près à combien? Au départ, la prévision était dans SAP, elle était très faible. Là, on est plutôt sur quelque chose qui est plus récent, là, qu'on vient de mettre en production avec le projet Aura. Globalement, ça me semble plutôt pertinent, mais on est en train de donner des petits coups de tournevis justement pour régler, être le plus efficace possible. Merci. On avait une autre question ici. Bonjour, merci. Moi, j'avais une question par curiosité. J'ai vu qu'il y avait de plus en plus de Courir Outlet qui ouvraient en Ile-de-France, etc. Comment est-ce que vous gérez ces flux en interne? Est-ce qu'ils sont gérés de la même manière? Et est-ce qu'ils rentrent en compte dans cette solution-là? Vous avez raison, en fait, c'est une des particularités. On a la seule marque en fait, qui ait des outlets en nom propre. C'est une fierté de notre PDG. Parce qu'avant, en fait, qu'est-ce que vous faisiez? Vous faisiez du scrapping. Là, en fait, on donne, en plus, c'est vertueux parce que vous donnez une seconde chance au produit. Alors, en fait, ça fait un peu le lien avec votre question. Le principe, c'est que les magasins retournent les flux vers notre plateforme de retour et le réappro de ces boutiques est géré par cette plateforme de retour. En fait, les outlets sont livrés à partir. Donc, en fait, nous, on a Montier-Chaume, c'est Châteauroux, qui est la plateforme principale qui est en charge du réappro et qui sert les commandes web de la saison et les master franchises. Et vous avez donc la plateforme de gestion des retours qui reçoit les retours de fin de saison et qui est responsable donc, de ce qu'on appelle le web outlet. C'est les produits que vous pouvez trouver des saisons antérieures et qui livre aussi les plateformes, donc les magasins outlet. Juste pour vous donner un ordre d'idée, on en a 5. On a 4 en région parisienne et 1 à Marseille. Merci pour cette question visiblement voilà, d'un client. Une autre question. Moi, je voulais revenir sur la dimension de KPI. Vous avez dit c'était dans la partie du projet Smile, ce n'était pas quelque chose qui avait été forcément très structuré. Ce volet KPI, on le retrouve plus dans Aura, mais les KPI sur Anaplan en fait en tant que tel. Oui. On a plus structuré effectivement avec François. En fait, justement, c'était pour mesurer le taux d'efficacité, le taux de transformation, par exemple, ce que j'évoquais sur le temps que les magasins passent à gérer des retours, le taux d'occupation magasin. Alors après, tout s'affine parce que, par exemple, je peux dire j'ai 90 taux d'occupation magasin, c'est bien, mais si j'ai que des produits qui sont des slow movers, c'est pas terrible. Donc en fait, c'est vrai qu'on les affine en essayant d'être le plus précis possible et que ça apporte une vraie valeur ajoutée métier. La disponibilité d'un modèle, parce qu'on a bien vu que voilà, Montauban sera peut-être pas en tête des priorités pour positionner certains modèles. Du moins, il y a cette dimension de disponibilité. Oui, en fait, on a des gammes de magasins en fait. Donc certains produits, même parfois c'est étonnant, les marques vous imposent, elles disent ce produit, je veux qu'il soit à Lyon-Part-Dieu. Je veux qu'il soit à Paris et Halles,
mais je veux pas qu'il soit. Alors, je suis désolé, je vais redire Montauban, hein, mais c'est pas cohérent en termes de positionnement. Donc, on doit être très précis, et c'est un des enjeux aussi vraiment importants de ce projet Aura, c'est que potentiellement, si je trouve un produit qui ne devrait pas être référencé dans une boutique, je me suis entre guillemets en porte-à-faux vis-à-vis des marques. Alors après, bon, on peut toujours expliquer, dire que c'est un retour web et que le client doit le reprendre, mais voilà, c'est un petit peu exceptionnel. Une question par là-bas. J'avais une question d'un point de vue process et du coup outils associés. Est-ce que vous avez travaillé sur les transferts de stock entre magasins? Typiquement, vous avez un surstock dans le sud de la France. Vous savez qu'il y a une forte demande dans le nord, parce que par exemple des bottes de pluie, la saison fait qu'il y a beaucoup plus d'averses dans le nord. Est-ce que vous avez travaillé là-dessus ou est-ce que vous êtes obligé de repasser en centrale pour ensuite le renvoyer en local? On est plutôt sur on fait peu de transferts intermagasins. On est plus sur un modèle en fait retour vers les plateformes. Souvent, c'est assez coûteux, c'est assez compliqué. Ça génère des frais, il y a des produits qui se perdent. Donc en fait, on n'est pas très. En fait, on a quand même des produits qui sont assez demandés. Juste pour l'anecdote, il y a un mois, j'étais à Manchester. Donc Manchester, c'est la maison mère de JD. Et je suis allé dans le plus gros magasin donc, de JD en Angleterre. Et en fait, ils font 80 millions d'euros dans ce magasin. Et en fait, ils ont une phase de préparation. Et il y a le click and collect, donc avec un sac JD. Et il y a le ship from store sur un sac totalement anonymisé parce que justement, sinon, ils se rendent compte qu'il y a trop de vols et que les transporteurs. Donc, c'est pour ça qu'on essaie d'éviter un maximum. Parce qu'on est sur des produits très mode. Et puis, finalement, c'est très simple de dérober une paire de sneakers. Je voulais, moi, rebondir. Vous évoquez JD, et ça, du moins, vous en avez parlé dans le début de votre présentation. Est-ce qu'il y avait, la partie Aura est quand même relativement récente, elle s'est mise en place alors que vous aviez intégré le giron de JD. Est-ce qu'il y avait aussi un partage ou de bonnes pratiques ou de guidelines d'un point de vue plus outils et systèmes Alors, on reste très autonome. En fait, on va dire qu'on a des choix technologiques assez différents de notre actionnaire. Globalement, notre triptyque, il est SAP. Triptyque hors Anaplan. Hein. C'est SAP donc en back-office, c'est CJY2 sur la caisse et c'est Salesforce sur le web. Et puis après, on a des solutions best of class comme Anaplan. Là où JD, en fait, l'équivalent d'Anaplan s'appelle Shogun. C'est du COBOL. Donc, forcément, ça fait moins rêver. Sur Salesforce Commerce Cloud, eux, ils utilisent soit Shopify, soit Commerce Tool. Et puis sur la caisse, ils ont développé leur propre solution et ils sont intéressés par nos solutions. Alors pour répondre à votre question, sur certains sujets, oui. Mais quand c'est des sujets un peu comme ça, cœur du réacteur, c'est compliqué. C'est compliqué. Une question, le micro arrive. Bonjour. Combien de SKU vous gérez sur une année? Je dirais, sans dire de bêtises, c'est 30 000 par saison. Donc c'est 60 000. Vous avez des gammes permanentes et saisonnières ou uniquement saisonnières? Globalement, on a peu de reconduits. On a quelques carry forward, mais ils ne sont pas très nombreux. En fait, le problème, c'est que les marques, ça va être un modèle qui ressemble beaucoup, mais il y aura une petite particularité, une petite étoile. Donc, sur certains produits, c'est facile pour faire justement les prévisions, parce que vous pouvez dire tel modèle, le Samba de chez Adidas, il est blanc et noir, ça correspond au gris bleu de cette année, c'est assez simple. Et sur d'autres, c'est totalement nouveau en fait. Mais c'est vrai qu'on a très très peu de reconduits. La Stan Smith que vous évoquiez à un moment, ça fait pas partie des gammes permanentes ou on ne se rend pas compte, mais elle évolue. Elle évolue. C'est ça le pire, c'est que pour moi, chaque fois on dit c'est la même. Et puis en fait, Adidas va dire non, parce que globalement, c'est un petit peu différent, il y a une petite étoile là, donc c'est pas exactement la même. Peut-être une autre question. Moi, je voulais revenir. Alors, il y a une formule, moi, qui a fait tilt, mais que j'ai pas forcément, du moins que je vous demanderai de réexpliciter. C'est à un moment, vous parliez d'une gouvernance par la valeur.
Qu'est-ce que vous entendez par ça? Et peut-être, je vois que ça opine chez Anaplan, qui aura peut-être son mot à dire sur leur vision aussi de la chose. En fait, c'est Anaplan qui me l'a posé, c'est pour ça. Non, non, en fait, non, blague à part, c'est effectivement le vrai sujet, c'est qu'on a énormément de besoins qui sont montés par les équipes métiers. Et en gros, c'est de piloter par l'enjeu, le ROI, et d'être dans une logique voilà, de gestion de la valeur. En fait, c'est vraiment de pouvoir hiérarchiser les besoins. En fait, si vous ne prenez pas garde, un projet peut déraper si vous commencez à accumuler les demandes. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait 4 niveaux de priorité. Les P1, P2, P3, P4. Les P1 forcément étaient plus prioritaires. Et après, en fait, on challengeait. On était sur un mode de projet en fait avec des sprints et agile. Et donc, si je suis en avance, potentiellement, j'accélère la livraison de P2 ou P3. Si je suis en retard, je les classifie. C'est vraiment ça la gouvernance par la valeur en fait en tant que telle. Et du coup, la valeur associée au projet Aura, vous comptez qu'elle se matérialise de quelle façon? Pas forcément sur des notions d'encours de stock et ce genre de choses, de la disponibilité, du moins ça doit accompagner des objectifs de croissance des ventes. Du moins, c'est le cœur de l'actualité en ce moment. C'est qu'effectivement, en fait, l'année dernière, on a vraiment surperformé. En fait, on a une très bonne image au sein du groupe JD, d'une entreprise qui est plutôt bien gérée, qui est en croissance. Ce que j'évoquais, par exemple, le groupe JD a racheté une structure en Pologne qui ne marche pas très bien. Et en fait, en général, le modèle JD, c'est de dire je transforme mes magasins en JD. Et là, en fait, ils disent les grands magasins vont venir des JD, les petits magasins vont venir des magasins courir. Alors, je disais juste ça parce qu'effectivement, vu qu'on a surperformé l'année dernière, là, on a eu des budgets très ambitieux. C'est plus compliqué cette année. Le business est un peu plus tendu, contexte. Et là, en fait, on veut justement... on arrive sur une période de très forte activité et il est critique d'avoir le bon produit au bon endroit. Et donc, là, je vous disais, vendredi, je dois aller à Lyon animer un séminaire avec le directeur financier pour justement qu'on soit meilleur. Et un des points, c'est qu'on met vraiment le projet Aura comme un vrai levier pour avoir le bon produit au bon endroit, éviter les ruptures, éviter le recours à l'order in store, au ship from store. Parce qu'effectivement, je veux dire, c'est des marchés pénuriques et parfois, en fait, on pousse des produits trop longtemps et ils ne sont plus à la plateforme. Résultat, je suis obligé de les livrer à partir de mon magasin. Et le ship from store, ça coûte beaucoup plus cher que de livrer à partir de la plateforme. Très bien. On arrive au bout de ce créneau. En tout cas, je vous remercie pour ce témoignage intéressant, à la fois technique et qui a été aussi franc sur les relations avec plusieurs éditeurs. Merci encore à tous. Merci beaucoup.